Ouais, c'est évidemment une bonne question. Comment on quitte Unilever après 20 ans? Encore une histoire de rencontre en fait. Finalement, je suis à Londres. Je gère une marque, enfin, la plus grosse marque de produits capillaires d'Unilever qui s'appelle Sunsilk ou Cédal ou Cédar. C'est une marque qui allait très mal, qu'on remonte avec mon équipe, qui va très bien, qui va encore très bien aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ma mission est terminée, donc on passe à la suivante. C'est le jeu. Et à ce moment-là, je fais du Paris-Londres depuis 4 ans. Donc, du télétravail de chez moi. Je gère une marque à 1,5 milliard en passant la moitié du temps chez moi, hein, d'ailleurs, dans le bureau où je télétravaille toujours aujourd'hui chez Aigle, et le reste du temps au siège d'Unilever à Londres, et ça se passe très bien. Mais à ce moment-là, voilà, je me dis, j'aimerais bien habiter de façon un peu permanente là où je travaille, que ce soit aligné. Et donc, je regarde un petit peu ce qui se passe en France, puisque Unilever me propose de retourner en Asie. Et on se dit que peut-être ce serait bien quand même qu'on arrive à rester en France. Et je suis appelée par Lacoste, par un dirigeant qui arrive chez Lacoste et qui en est toujours le président et le président du groupe. Et c'est une rencontre en fait. C'est une rencontre avec un projet porté par un dirigeant. Au départ, je me dis pas du tout. C'est trop petit, puisque je viens d'une boîte qui fait 50 milliards, hein, donc bon, forcément, voilà, ça paraît petit, 3 milliards. C'est trop petit, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'une boîte française. Et puis, je suis prise par le projet, parce que les projets de retournement, de prendre quelque chose qui vivote un peu, ou qui dort, ou qui va mal, et l'amener quelque part, faire partie d'une vision, d'un travail collectif, ça me plaît. C'est déjà un peu ma marque de fabrique chez Unilever. Faire ça pour une boîte française, et, voilà, je me dis aussi peut-être qu'un jour, j'aimerais bien aussi avoir un impact sur une boîte française. Tout ça fait que je me lance, je rejoins le comité exécutif de Lacoste, où je passe 5 ans à justement réveiller cette belle marque qui s'est bien réveillée aujourd'hui. Voilà, au bout de 4 ans, Lacoste va bien, Lacoste est en croissance, et donc c'est le fruit du travail que j'ai fait avec l'ensemble de mes collègues autour de moi. C'est toujours un travail collectif. Le président et l'actionnaire me proposent de prendre Aigle en tant que CEO, et j'accepte. Donc je découvre cette marque en fait, que je ne connaissais pas, j'en étais pas spécialement cliente. Je n'étais pas non plus cliente de Lacoste d'ailleurs avant de travailler sur Lacoste. Donc je découvre la marque, une marque à 167 ans, une marque qui produit en France, mais qui en même temps est très internationale, une marque qui est très ancienne, donc très résistante, mais en même temps qui s'est un peu endormie. Donc une marque faite de contrastes comme ça, de choses très opposées. Et ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, quand on a des contrastes comme ça, on a des frictions. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et voilà, je m'attelle à justement faire quelque chose avec cette belle maison. Quand on arrive sur une marque qui a un gros patrimoine, un patrimoine ancien, donc pour elle c'est 160 ans, la première chose pour moi, parce que j'en ai géré quelques-unes, mais comme ça je les aime bien ces marques-là, ces marques patrimoniales, c'est l'humilité. C'est se dire, en fait c'est intéressant de juste se resituer dans une frise temporelle. Se dire, attendez, 1853, ça veut dire quoi? L'année de la naissance de Aix. Ça veut dire l'année où Napoléon III a épousé Eugénie. Ah ok, donc là, révision des cours d'histoire, expo de Napoléon. Donc ça nous remonte pas mal en arrière. Une époque où je n'aurais pas eu l'autorisation de diriger Aigle. Les femmes ne pouvaient pas diriger de société à l'époque. C'est pas seulement qu'elles ne le faisaient pas, c'est qu'elles n'y étaient pas autorisées, sauf si elles étaient veuves du fondateur, ce qui n'était pas mon cas. Voilà, une marque qui a traversé plusieurs guerres, la révolution sexuelle, la crise du pétrole. Une marque qui est toujours là avec cette histoire-là. Et donc la première chose, c'est l'humilité de se dire, je vais être un maillon de cette histoire qui sera là après moi et qui était là bien avant moi. Et ça donne à la fois beaucoup de souffle à ce qu'on fait, et aussi une obligation toujours de penser avec humilité à ce qu'on fait et au respect de la marque en tant que telle. Puis la deuxième chose, c'est la curiosité. Hein. C'est génial une marque comme ça. C'est aller dans les archives, hein. C'est presque les souvenirs comme quand on était enfant et qu'on allait soulever des malles avec des déguisements. Bon là, c'est pas des déguisements, mais c'est regarder les archives. Chez nous, il y a des catalogues de 1930 qui sont encore là, des produits, se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand la marque a été créée? C'est comme ça qu'on arrive à remettre une marque ancienne en prise avec l'air du temps. C'est en général en reprenant sa genèse et en se disant qu'est-ce qui fait qu'elle est encore là aujourd'hui, qui fait qu'elle est juste aujourd'hui. Et quand on fait ça, en général, on y arrive. Pour faire de cette strate un facteur succès, il faut revenir à ce qu'on se disait tout au début de cette conversation sur c'est quoi une marque? En fait, une marque, c'est jamais juste un produit. Sinon, c'est un produit. Une marque, c'est un système de valeurs. Et quand on porte un produit où la marque est écrite dessus, et c'est le cas sur Aigle, hein, sur le bras, ça veut dire qu'on dit quelque chose de soi quand on porte ce produit. Parce qu'il y a une marque dessus et que cette marque, elle veut dire quelque chose. Quand on met des valeurs derrière cette marque-là, donc pour nous, des valeurs qui sont liées au respect de la nature, à notre ancrage avec la nature, qui est évidemment notre terrain de jeu, avec une idée qu'on va faire plus que juste se développer, mais qu'on va se développer
tout en réduisant notre empreinte carbone, tout en renforçant nos engagements sur la biodiversité et sur l'éco-conception des produits, eh bien, en fait, on va avoir tout un panel de clients qui va faire un certain geste en acquérant un produit. Un geste qui est de se dire, cette veste me plaît, j'ai envie de la porter, mais aussi, je choisis cette veste parce que je veux dire quelque chose de moi. En fait, c'est ça une marque. Et c'est ça, en fait, on a expliqué à l'ensemble des collaborateurs avec mon équipe, c'est que finalement, construire la marque, c'est faire qu'elle soit forte et qu'elle soit fière de ses valeurs. Pour être fière de ses valeurs, il faut être un tout petit peu radical. Et donc, on a été plus radicaux dans la façon dont on a exprimé des valeurs qui étaient déjà là, mais qui étaient un petit peu timides et pas forcément complètement assumées.